Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Je suis avec Léo Bouvier aujourd'hui. Bonjour Léo. Bonjour. Écoute, je suis ravi de t'avoir. On a échangé très récemment ensemble pour planifier ce rendez-vous, mais ton contact m'a également été transmis par Damien Villiers, donc un grand merci à Damien, vainqueur de Race Across Belgium tout récemment, de m'avoir transmis tes coordonnées. On lui passe le bonjour. Et j'ai juste envie de te poser cette première question, Léo. Où est-ce que tu te situes au moment où on enregistre cet épisode, puisqu'il y a encore quelques jours, tu étais sur le Tour de Grèce? Je suis rentré en France et là, je suis actuellement dans les Pyrénées parce que j'avais prévu un stage de 3 semaines d'altitude après le Tour de Grèce. Donc, comme tout était prévu, je suis venu quand même si malheureusement, sur le Tour de Grèce, j'ai eu une blessure, donc une fracture de l'index sur la main gauche. Mais bon, je devrais pouvoir quand même reprendre l'entraînement assez vite. Donc, je suis ici en altitude, j'en profite. Bon, écoute, tu fais des globules. Tu nous parleras de cette blessure qui est intervenue lors d'un sprint. Je crois que tu as posté sur les réseaux sociaux l'image justement de cette chute. J'ai vu ça dans la matinée et ça reste bien évidemment impressionnant. Mais pour les personnes qui suivent le cyclisme de manière très très pointue, donc Léo Bouvier, les gens connaissent, puisqu'on suit les différents classements, encore notamment sur le Tour de Turquie, où tu as été très très bien placé lors d'un sprint. Mais pour les personnes qui suivent le cyclisme, on va dire de manière générale, qui est Léo Bouvier? On va répondre tout de suite à cette question, puisque je vais te poser la question, Léo. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditrices et auditeurs? Pas de souci. Je m'appelle donc Léo Bouvier, j'ai 26 ans, je suis dans une équipe continentale allemande qui s'appelle Bikehead. Donc, on court principalement sur un calendrier vraiment très, très différent au niveau des pays. On court en Turquie, on court en Asie, on court en Afrique, aussi sur le sol européen, bien sûr, et en France un petit peu. Donc, on a un calendrier de course qui est très varié, c'est très intéressant. J'ai fait mes premières classes au sein du SCO Dijon. Et donc, j'ai commencé le vélo à 8 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis professionnel. Et donc, ça fait plus de 18 ans de cyclisme derrière moi. Bon, ça c'est la présentation du cycliste. Mais l'objectif aussi de cet épisode, dans la capsule Le Talk, sur Dans la tête d'un cycliste, c'est qu'il y a autre chose dans la tête d'un cycliste, en l'occurrence la tienne, Léo, puisque tu es aussi entrepreneur. Donc si tu peux nous parler de ce côté également, puisque là tu as très bien fait la présentation du sportif de haut niveau, du cycliste professionnel, mais est-ce que tu peux nous faire la présentation de l'entrepreneur? Oui, en effet, à côté du coup de ce boulot de cycliste professionnel, j'ai aussi créé une société à l'aide de 2 associés qui s'appelle Debia. Donc Debia, ça signifie Design by Your Anatomy et ce sont des selles de vélo sur mesure. Donc ça m'intéresse précisément puisque, alors de par le cyclisme tout court, le cyclisme ultra-distance, et pour l'avoir très longtemps pratiqué et avoir énormément souffert de la selle lors d'une de mes traversées des États-Unis, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne comprends toujours pas, mais probablement que Debia y apporte la solution. C'est qu'en 2024, le cycliste qui a mal aux fesses, ça fait encore partie de la normalité quand tu discutes un petit peu autour de toi et on te dit voilà, j'ai eu mal aux fesses au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, au bout d'une demi-heure. On te dit bah ouais, c'est normal, mais ça, tu vas t'y faire ou ça va passer. Non, je ne comprends pas qu'en 2024, le vélo soit encore une souffrance sur certains points d'appui. On a 5 points d'appui sur le vélo, les 2 pieds, les 2 mains et la selle. Ça m'a toujours interpellé. J'avais discuté avec Christophe Aubonnet, également un des fondateurs de Oka, lors d'un épisode sur Ultra Talk, en lui disant si un jour Oka compte aller sur le cyclisme pour résoudre le problème au pied, mais toi tu viens d'y apporter une réponse avec tes associés, les personnes qui t'entourent dans ce projet sur la selle. On va en parler. Je reviens juste, on va parler du côté entrepreneur également, mais je reviens juste sur le côté cycliste professionnel justement. Tu expliquais justement dans ta présentation que tu vas sur un circuit, vous faites des épreuves variées. Quel est l'objectif comme ça pour une équipe d'aller sur des épreuves qui sont un peu parallèles au circuit européen? Est-ce que c'est parce que c'est une équipe allemande, c'est pour aller faire des points, c'est pour préparer justement un objectif numéro 1 dans la saison qui est sur le sol européen?
quel est l'avantage pour une équipe allemande, Bikehead, justement, d'aller sur des circuits comme ça qui peuvent être en Asie, des épreuves qui sont en Asie, ou le Tour de Turquie, qui est quand même maintenant bien implanté dans le calendrier, le Tour de Grèce. Comment se fait le calendrier et le choix des courses comme ça pour vous? En fait, c'est surtout une question de visibilité et aussi une question d'invitation, hein, bien sûr. Donc, nous, on recherche vraiment à essayer d'aider déjà le cyclisme africain. Donc, on a chaque année 2 Africains dans notre équipe. On a une équipe qui a des valeurs un petit peu différentes de certaines autres équipes et on cherche justement à développer le cyclisme en Afrique. Et à côté de ça, on est aussi, pourquoi on court beaucoup à l'étranger, c'est pour montrer aussi d'autres choses dans le cyclisme. C'est-à-dire, par exemple, il y a 2 ans, on a été au Tour d'Iran, alors qu'à ce moment-là, il y avait un petit peu des problèmes géopolitiques. Mais c'est pour montrer aussi en allant sur place, on se fait notre idée nous-mêmes, en fait, l'équipe. Et on peut, à travers nos réseaux sociaux, un petit peu raconter des histoires aux 4 coins du monde. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des cultures qui sont différentes partout, des façons de courir qui sont différentes, des circuits aussi qui sont différents. Par exemple, tu évoquais le Tour de Turquie, on est beaucoup sur des très grandes routes, des 2x2 voies. Donc, par exemple, entre un Tour de Turquie et un Tour de Bretagne où il y a plein de petites routes, des virages à droite, à gauche, des monts, des descentes, etc., ça se court complètement différemment. Et même si on avait la même start list sur ces 2 courses-là, on aurait vraiment des classements très différents. Donc, c'est aussi pour ça qu'on court un peu partout, c'est pour avoir une, cette variabilité de parcours et de concurrents à qui on est amené de courir contre. Et c'est aussi parce que en Allemagne, il y a très peu de courses par rapport au calendrier français. C'est-à-dire qu'une équipe française, elle a 50 jours ou même plus de courses sur le sol français. Nous, en Allemagne, il n'y a que le Tour d'Allemagne et 2 autres courses d'un jour. Donc, en fait, on est obligé de courir dans tous les cas à l'étranger. Alors ça, c'est très, très intéressant, tout ce que tu viens de décrire. Alors déjà, les valeurs de l'équipe, hein, d'aller rouler notamment sur le Tour d'Iran pour découvrir des communautés, une population, une culture différente, ça, je trouve ça extraordinaire. Tu pourras d'ailleurs, juste après ma question, nous parler justement quel a été ton ressenti lorsque tu as fait le Tour d'Iran, mais aussi, tu vois, de savoir que l'Allemagne n'a que 2-3 courses World Tour sur son territoire, alors qu'effectivement, en France, on a l'impression que presque toutes les semaines, on peut suivre sur Eurosport ou l'équipe TV une épreuve française. Alors ça, tu vois, c'est quelque chose qui, malgré le fait que je suive le cyclisme, je ne savais pas. Et justement, parle-nous de ton Tour d'Iran ou d'autres tours comme ça à l'autre bout du monde qui t'ont le plus appris. Alors moi, pour le coup, sur le Tour d'Iran, j'y étais pas, donc je te prenais cet exemple parce que voilà, c'est vrai que quand on y avait été, il y avait beaucoup d'autres équipes qui nous disaient, mais est-ce que vous êtes sûr d'y aller? Enfin, même nous, les coureurs entre nous, on en avait parlé avant, et voilà, mais on avait réussi à en ressortir quelque chose justement au niveau des médias et de montrer que, en fait, les médias aussi peuvent dire ce qu'ils veulent et quand on est sur place, on n'a pas forcément les mêmes ressentis. Donc c'était un moment où c'était quand même très chaud là-bas et nous, on s'était vraiment senti, enfin, j'y étais pas, mais l'équipe s'y était sentie très en sécurité en tout cas. Mais par exemple, j'ai fait le Tour de Thaïlande où j'ai pu apprendre un petit peu la culture asiatique qui est très différente de la culture française. J'ai aussi couru en Chine. J'ai encore jamais couru en Afrique de mon côté, mais je sais que l'équipe va tous les ans au Tour du Rwanda et là-bas, c'est un mini Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a un public exceptionnel. Il y a autant de monde qu'au Tour de France sur les départs et sur les arrivées. Donc, c'est des moments pour des coureurs, voilà, comme moi qui ferais peut-être jamais le Tour de France, c'est des moments des fois qu'on peut vraiment profiter de ça, du public. C'est chaque pays est différent et c'est ça qui nous apporte aussi de l'expérience et puis du vécu quoi et des choses à raconter. Bon, c'est vrai que le Tour d'Iran, c'est la 36e édition. L'année passée, j'ai regardé justement pendant que tu répondais à la question, le Tour d'Iran, c'est pas une toute nouvelle épreuve. Effectivement, il existe depuis effectivement des années, souvent remporté par un local, mais en tout cas, voilà, ce partage des cultures à travers le cyclisme est je trouve, très très intéressant et tout en étant professionnel, d'avoir cette ouverture
Bah voilà, ça dégage aussi des valeurs de l'équipe. Comment est-ce que tu es arrivé, Léo, comment est-ce que tu es arrivé dans cette équipe en fait? Parce que tu as un parcours amateur avec quand même des très très bons résultats. Je crois qu'une place de quatrième au championnat de France amateur également. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ton choix s'est porté sur cette équipe allemande avec justement ces valeurs-là? Bah, c'est les opportunités, c'est-à-dire que j'étais à Toussy, au Vélo Club de Toussy, avec un directeur sportif qui s'appelle Melvin Relière et qui m'a beaucoup aidé et qui m'a un peu fait le rôle d'agent entre guillemets. Et j'ai été mis en contact avec cette équipe et tout de suite, en fait, eux, ils recherchaient au-delà d'un coureur, d'un coursier, ils recherchaient aussi entre guillemets quelqu'un qui avait la tête sur les épaules et qui pouvait bah, déjà parler anglais, s'intégrer rapidement dans un collectif et qui avait aussi des valeurs communes avec celles de l'équipe. Et bah, en discutant voilà avec le manager, ça a très vite très bien matché et ils m'ont fait confiance pour les 3 derniers mois de l'année 2021. Donc sur le Tour de Bretagne, circuit des Ardennes et justement Tour de Thaïlande fin décembre 2021. Et comme tout s'était très bien passé, bah, j'ai re-signé pour 2022, puis 2023, puis 2024. Ah, génial, c'est un beau partage d'expérience, mais tu es également, tu fais partie également d'une équipe nationale, hein, c'est bien ça? Tu défends les couleurs de la France assez régulièrement? Assez régulièrement, bah, en fait, j'ai été sélectionné pour le demi-fond. Donc, c'est une discipline un petit peu spéciale. En fait, on est sur des vélos et on fait une course sur piste derrière des motos, donc derrière des grosses motos. Et c'est vraiment une discipline à part hein, qui était très connue il y a de ça 50, 100 ans et qui l'est maintenant beaucoup moins. Il y a encore quelques spécialistes en France dont je fais partie. Et l'an passé, ouais, j'avais participé au championnat d'Europe et pu défendre les couleurs du coup de l'équipe de France, en effet, ouais. Ah, merci pour ce partage et parle-nous un petit peu bah, justement de cette saison. Comment est-ce qu'elle a débuté? Comment tu t'es préparé? Quels sont tes objectifs? Ben, en fait, mes objectifs sont surtout sur les plus grosses courses de l'année qu'on a, c'est-à-dire le Tour de Turquie et le Tour d'Allemagne. Donc ça, c'est les deux courses qu'on fait qui ont le plus gros niveau. C'est-à-dire que c'est des courses qu'on appelle 2 points pro, donc qui ont un minimum en général de 7-8 World Tour au départ, donc, et beaucoup de grosses Pro Conti. Donc là, on s'approche ben, des très grosses courses. Bah, déjà, c'est des courses qui passent à la télé. C'est des courses très importantes pour l'équipe et où il y a vraiment de l'adversité. Donc, moi, j'ai toujours plutôt eu cette mentalité de me dire j'ai envie de faire le mieux possible contre les gros plutôt que de gagner contre les petits, entre guillemets. Donc, je préfère me fixer mes objectifs de l'année sur ces grosses courses-là. Et du coup, ben, le Tour d'Allemagne, lui, c'est en août et le Tour de Turquie, c'est déjà passé, c'était en avril. Donc, je m'étais plutôt bien préparé pour cette course où j'ai pu faire un top 5 sur la première étape. Ensuite, j'ai eu quelques petits soucis sur 2 sprints où je pense que j'aurais pu faire mieux, mais bon, ça fait partie de la vie de coureur. Et toi, tes qualités, enfin dans quelle catégorie on t'a mis? Excuse-moi de parler comme ça, peut-être Léo, mais toi, tu es sprinter, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, sprinter et plutôt, même à la base, plutôt poisson pilote parce que j'ai pas spécialement une énorme pointe de vitesse, mais je sais bien frotter, on va dire, et j'arrive à avoir quand même un bon sprint sur 20-30 secondes, donc ce qui me permet sur des arrivées qui sont qui se lancent d'assez loin, d'arriver à faire des bons résultats. Et quand on est sprinter, alors tu dis que tu as fait un top 5 en toute humilité, hein, mais je te laisserai nous donner le nom du vainqueur de cette étape, et les gens pourront tout de suite positionner ta performance. Mais quand on est comme ça dans une épreuve World Tour, qu'on arrive dans un sprint qui se roule à des vitesses de plus en plus impressionnantes, quel est le niveau de stress, de tension, c'est vrai qu'on a beaucoup eu comme une mini polémique autour des nombreuses chutes qui ont eu lieu il y a quelques semaines encore de ça sur les différentes épreuves, mais on vit comment de l'intérieur un sprint d'une épreuve World Tour? Ben, en fait, le stress, etc., on n'y pense pas trop parce qu'on est à fond dedans, j'ai envie de dire. Donc, en fait, c'est plus presque une habitude et on le fait par habitude parce que bah, avant, on a déjà fait des sprints sur des plus petites courses et on s'est habitué à cette. Ouais, je ne saurais même pas quel mot donner, mais un peu cette excitation qu'il peut y avoir dans le final. Et en fait, tout se fait naturellement. Les trajectoires, quelle roue suivre, etc. C'est plus un peu du feeling. Et en fait, je pense que soit on a un peu l'âme du sprinter et on a ça dans la peau,
soit on a d'autres qualités sur le vélo et ça nous fait peur d'aller frotter. Et du coup, bah, on n'est pas sprinter. Et puis voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement. Et je pense que c'est pour ça aussi que il y a des personnes qui ont des qualités de sprint, mais qui ne pourraient pas sprinter parce qu'ils ont trop peur. Et inversement, il y a des gens qui sont pas très très forts au sprint, mais qui, comme moi, je dirais, j'ai pas non plus des puissances max qui sont exceptionnelles, mais qui, puisque j'arrive à frotter, ben, j'arrive à me défendre sur des sprints. Ouais, à bien se positionner, à prendre les bonnes roues, à avoir le bon feeling, comme tu l'as dit. Et tu ne l'as pas dit, mais rappelle-nous le nom du vainqueur de l'étape où toi tu fais un top 5 sur le Tour de Turquie. C'était Fabio Jakobsen, du coup. Voilà, et quand on se retrouve dans un même sprint, est-ce qu'on a le temps à ces vitesses-là, parce que c'est des vitesses probablement à 70 km/h à peu près, probablement. Est-ce qu'on a le temps de... Alors on identifie peut-être les maillots, mais est-ce qu'on a le temps de savoir qu'on est dans la bonne roue? Est-ce qu'on a le temps d'observer qui nous entoure? Oui, oui, justement, et c'est ça, c'est le côté, on va dire, technique du vélo, c'est de savoir un peu tout analyser, et déjà d'analyser le parcours aussi en amont, de se dire, bon, bah, là, ça tourne à tel endroit, là, il va certainement y avoir une vague de ce côté-là, essayer de tout analyser en amont pour bah, justement suivre les bonnes roues, suivre les bons trains, analyser quels coureurs sont au départ, quelles sont leurs qualités, etc. Donc c'est presque du travail tactique et technique en amont. Et puis ensuite, bah, si on a bien fait ce travail-là, bah, ça coule de source et dans le final, on arrive à prendre les bonnes décisions. Après, on prend pas toujours les bonnes décisions, hein, mais si le travail en amont a bien été fait, bah, et avec un bon feeling, on arrive à bien se débrouiller normalement. On met un peu plus de chance de son côté, très clairement. Et Léo, est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui, une équipe qui t'impressionne de par son infrastructure, de par son organisation, de par les moyens qui sont mis en place pour la réussite des sportifs? Bah, je dirais que de toute manière, toutes les équipes World Tour aujourd'hui sont à la pointe sur tout. Après, c'est vrai que des équipes comme Ineos et Jumbo apparaissent encore plus à la pointe que d'autres, mais de toute manière, même enfin, les équipes françaises font du très bon boulot, hein, que ce soit FDJ, AG2R, Cofidis, Arkea. Donc, je pense que toutes les équipes World Tour quand même travaillent dans la bonne direction et aujourd'hui c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les écarts sont bon, il y a Pogacar et Vingegaard, mais sinon en général les écarts sont quand même assez faibles, même dans les sprints, hein, ça se joue quand même souvent de très peu, donc c'est parce que tout le monde aujourd'hui a réussi à tout optimiser. Ah, c'est vrai que l'équipe Decathlon fait un début de saison extraordinaire, hein. Tu parles de Pogacar. Quel avis tu as sur Pogacar aujourd'hui, qui est en plein Tour d'Italie actuellement, gagne tout? Bah, c'est un surhomme, ouais. Honnêtement, ce qu'il fait, c'est impressionnant. Donc, bah, je pense que il faut profiter pour les spectateurs, en tout cas, de la chance d'avoir de tels coureurs devant ses yeux. Et voilà, hein. Et quand on est dans le peloton, Léo, et qu'on a adversaire, quel que soit le maillot que l'on porte, est-ce que, selon toi, parce que ça va être ton regard et ta vision sur ça, mais selon toi, est-ce qu'il peut, malgré le fait que Pogacar soit très très fort, et effectivement, dès que le pourcentage s'élève, j'allais dire qu'il y ait une alliance ou pas, tu connais un peu le résultat au final, mais est-ce que tu penses que les équipes peuvent, sur des étapes un peu de transition, discuter pour essayer de piéger un coureur comme celui-ci, ou est-ce que chacun fait sa course de son côté en fonction de sa stratégie, des briefings qui sont faits le matin par les directeurs sportifs? Ou est-ce que dans la course, ben, on essaie quand même de trouver la brèche? Bah, je pense que certaines équipes ont déjà dû essayer un petit peu de s'allier, entre guillemets, contre quelqu'un. Et puis, on a certains directeurs sportifs qui s'entendent bien avec d'autres, etc. Il y a parfois des équipes, je pense, oui, qui peuvent faire des alliances. Maintenant, de toute manière, chaque équipe a aussi veut se battre pour sa position. Donc, c'est quand même rare, je pense, qu'il y ait ce type d'alliance. Et au final, bah, Pogacar, il a quand même une équipe autour de lui aussi qui est très compétente et avec de très bons coureurs. Donc je pense que il peut, dans tous les cas, contrecarrer ça. Ouais, c'est vrai qu'il a une super équipe qui maîtrise parfaitement bien. Et puis, bah, dès que la route s'élève, on voit que la cadence, en tout cas le rythme, oui, du coup de pédale, la cadence se met en route et là, les watts, bah, personne ne peut suivre, hein. Il attaque généralement de loin, donc c'est pareil. Quand il attaque d'aussi loin et que les autres n'ont déjà plus de coéquipiers et que lui non plus, bah, au final, après, c'est du 1 contre 1. Et comme il est le plus fort, bah,
il gagne, quoi. Ouais, ça reste impressionnant. Est-ce que toi, de par ton expérience, tu vois les stratégies évoluer justement? On voit de plus en plus les coureurs de gros calibre hein, qui attaquent de plus en plus loin. Tu vois cet été sur certaines classiques, un Van Der Poel qui attaque à 60, 65 km de la ligne, voire plus. Ça aussi, c'est des phénomènes nouveaux. Est-ce que tu penses que c'est une nouvelle manière de courir? C'est une nouvelle manière de courir qui a été apportée un peu par ces vents de fraîcheur aussi, mais je pense que c'est parce que surtout ils sont quand même une jambe au-dessus des autres. Ouais, c'est ça. Ouais, très clairement. Les jours où ils se sentent un peu moins bien, ils tentent pas des coups comme ça. Donc je pense que bah c'est toujours pareil. C'est comme si si un coureur première catégorie va faire une course pas de cyclisme, il est tellement au-dessus des autres qu'il va pas attendre le sprint. Il va se dire bah tiens, je vais attaquer à 40 bornes de l'arrivée puis finir tout seul. C'est quand même Mm. plus beau que d'attendre le sprint. Donc je pense que c'est surtout la différence de niveau entre ces quatre cinq coureurs qui sont vraiment au-dessus du lot et les autres qui fait que bah, aujourd'hui ils ont des tactiques qui sont parfois un peu plus osées et qui au final fonctionnent. Et je veux dire, si moi demain je me dis tiens, je vais faire comme Pogacar, je vais attaquer à 45 km de l'arrivée, à 44, je me ferai rattraper. Donc on dira il a fait une mauvaise stratégie. Non, non, c'est intéressant d'avoir ton regard de l'intérieur. Et c'est pareil, ton regard de l'intérieur sur cette. Il y a beaucoup eu d'articles sur justement les chutes dues au matériel, aux freins qui étaient donc à disque et puis à patins. Quel est ton regard, toi, en tant que professionnel, donc principal concerné, et de l'intérieur, sur les chutes qui ont été effectivement de manière très rapprochée, qui ont été très impressionnantes également. Quel est ton avis sur ça? Je pense que je suis ouais, bien parlé pour en parler puisque je suis tombé je suis tombé la semaine dernière. Mais de manière générale, je pense que c'est multifacteur parce que il y a vraiment plein de choses qui causent ces chutes. Il y a bah, bien sûr les vitesses qui sont plus élevées, les parcours qui sont un peu plus dangereux dus malheureusement aux, aux aménagements urbains qui sont de plus en plus présents, tout ce qui est Dodane, etc. Des arrivées dans des centres-villes parce que bah, c'est pareil, je comprends les organisateurs aussi. Hein. Si c'est normal pour eux de faire l'arrivée en centre-ville pour qu'il y ait du public, etc. Euh, mais je pense aussi qu'il y a un certain manque de respect parmi les coureurs, ça c'est indéniable, et ça on le voit de plus en plus. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est des chutes à parfois 100 km, 130 km de l'arrivée, pour rien, j'ai envie de dire. Et il y a surtout un manque de concentration. Plein de fois, j'ai été dans le peloton et je me suis dit, mais bah, qu'est-ce qu'ils font devant? Moi, je veux dire, par exemple, il y a un virage sur la droite dans 200 mètres, tout le monde sait que ça va tourner et tout le monde arrive à fond au dernier moment et comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait un virage. Et ça, c'est des choses que j'arrive même pas à comprendre et que j'arrive pas à expliquer. Donc ça, il faudrait demander aux principaux concernés, à ceux qui font ces bêtises-là pour savoir pourquoi ils le font. Mais moi, par exemple, en tant que sprinter, j'ai pas peur dans les sprints parce que, bah, en général, on va frotter contre des gens qui ont l'habitude de frotter et malgré tout, dans les sprints, on arrive à des vitesses où il y a quand même un peu de respect. Et là, pour le coup, c'est la première fois que je tombe en 3 ans depuis que je suis passé professionnel. Donc pour moi, ça, pour le moment, je touche du bois, ça se passe pas trop mal. Donc voilà. Je pense vraiment que c'est multifactoriel. Ouais, je te rejoins. Hein. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas qu'un facteur sur lequel tu peux jouer pour qu'il y ait moins de chutes. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cela. Effectivement, tu t'en sors avec un doigt cassé, mais c'est vrai que ta chute, elle reste quand même impressionnante. Quel est ton avis sur, pour moi, une personne qui m'impressionne et j'espère qu'il réussira son pari cet été sur le Tour de France, un coureur comme Mark Cavendish. Bah, c'est la classe, hein, tout simplement. C'est un coureur qui mérite le respect par tout ce qu'il a réussi à faire et qui frotte très bien. Pour le coup, honnêtement, bon, il a eu sur ses premières années un peu ce côté bad boy, mais pour avoir déjà fait quelques sprints contre lui, il reste très respectueux. Après, peut-être encore plus avec l'âge maintenant, mais c'est quelqu'un qui, bah, justement, ce feeling, cette sensation, il l'a parce que des sprints, il en a fait des milliers, quoi et il en a gagné une paire. Donc il sait comment faire, il sait comment piloter dans un peloton, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne chute pas si souvent que ça, pour le coup.
Ouais, c'est vrai que alors, quand il chute, effectivement, ça reste impressionnant, hein, parce que ça va très très vite et ça vole un peu dans tous les sens. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est la grande classe. Hein, Cavendish était respecté. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est une des images qui me restera aussi de sa carrière, c'est quand il est emmené sur le dernier Giro, alors pas qui est en cours, hein, mais l'année passée, par son partenaire, mais aussi membre de l'équipe adverse, quelque part, hein, Ineos. J'avais trouvé ça la grande classe. La grande classe à l'anglaise, où c'est ton partenaire, ton équipier dans l'équipe nationale qui t'emmène et qui te fait gagner le sprint alors que tu es dans des équipes concurrentes. Ouais, j'avais trouvé ça très très beau et en plus ce jour-là il emmenait un braquet, il était imbattable. Donc voilà, j'espère juste qu'il réussira son pari sur le prochain Tour de France, à savoir battre le nombre de victoires d'Eddy Merckx sur le Tour. Et on va arriver tout doucement, Léo, là tu nous as parlé de ta vision de l'intérieur d'un cycliste professionnel, sprinter, aux questions que j'ai pu te poser justement sur les sprints, les chutes, ton parcours. Mais parle-nous aussi de Debia, hein, qui est la marque que tu as cofondée, qui s'occupe quelque part, je vais simplifier, mais qui s'occupe des fesses des cyclistes, on va dire ça comme ça, de soulager l'assise, l'appui et de faire en sorte que tu puisses faire du vélo sans douleur et sans appréhension à ce niveau-là, libérant ainsi un maximum de puissance sur tes pédales. Parle-nous de cette aventure entrepreneuriale. Bah, cette aventure, elle a commencé il y a de ça 1 an et demi quand j'ai rencontré Thierry Lénat, qui est l'un des deux cofondateurs avec moi. Euh, En fait, il habite près de chez moi et j'ai entendu dire qu'il avait créé des selles de vélo sur mesure. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez intéressé par un peu tout et assez curieux. Donc, j'ai dit, ben, je vais l'appeler et puis voir s'il peut me faire une selle éventuellement. Donc, son projet était vraiment au tout début, mais il avait déjà fait une selle pour lui. Et donc, il m'a proposé de me faire une selle et puis on a discuté petit à petit. Il m'a expliqué un peu tout ce qu'il faisait, etc. Et je lui ai proposé de m'associer à lui parce que je voyais que lui avait vraiment de très grosses qualités sur tout ce qui était technique, production, etc. Et qu'il avait un peu plus de mal sur tout ce qui allait être commercial, communication. Et moi, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir un réseau grâce justement à ce côté cycliste professionnel, puis au fait aussi des années amateurs que j'ai pu passer avant. Et donc, je lui ai proposé qu'on s'associe et ça s'est lancé comme ça. Donc, à la base, c'était juste pour l'aider un petit peu. Puis petit à petit, bah, je me suis pris au jeu et ça m'a pris de plus en plus de temps, quitte à parfois un petit peu jouer aussi sur ma carrière de cycliste. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où je peux pas m'entraîner autant que je le voudrais parce que j'ai du travail. Donc, c'est complémentaire l'un et l'autre, mais c'est vrai que il faut savoir jongler entre les deux, en tout cas. Alors c'est vrai qu'on en parle très très peu chez les cyclistes professionnels, ces douleurs, ces blessures à la selle, même si pour connaître quelques personnes, je sais que certains cyclistes parfois annulent des épreuves ou ne peuvent s'entraîner parce que justement ils sont blessés à la selle. Le coureur cycliste professionnel n'a pas le choix de ses équipements. Hein. Quand il est dans une équipe professionnelle, on lui met à disposition un matériel qui est commun à toute l'équipe et il doit faire avec. Et donc s'il a une mauvaise selle, je ne vais pas dire une mauvaise selle, mais si une selle qui ne lui convient pas, puis il doit faire toute la saison avec. Et il peut avoir des blessures, justement la selle l'empêchant de s'entraîner correctement et de libérer un maximum de puissance, parce que c'est un point d'appui central. Comment les professionnels, comment les cyclistes professionnels parlent de ça dans les pelotons? Est-ce que c'est pas un sujet parce que on fait avec le matériel que l'équipe met à disposition? Est-ce que c'est un vrai sujet? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, Léo? Bah, je dirais que c'est un sujet chez les professionnels autant que en dehors des professionnels. Donc, c'est-à-dire que comme pour tout cycliste, eh ben, il y en a qui sont bien sur leur selle et d'autres moins bien. Et il y a quand même plutôt pas mal qui se sentent pas très bien, on va dire. Donc, je pense pas qu'il y a de différence spécialement entre le peloton pro et le peloton amateur, cyclosportif, etc. ou loisir. Le problème, oui, pour les cyclistes pro en tout cas, c'est que souvent ils ont une marque qui est sponsor de leur équipe et ils sont obligés de rouler avec cette marque-là. Moi, dans mon équipe, j'ai la chance qu'on n'a pas de sponsor selle et du coup, bah, j'utilise des selles d'EPIA. J'ai aussi quelques coureurs de mon équipe pour qui j'ai proposé un partenariat et qui l'utilisent aussi. Donc, il y a certaines équipes où ils ont encore le choix, mais c'est très très rare. Hein. Toutes les équipes World Tour, etc., eux, sont obligés d'utiliser leur selle de sponsor. Donc, c'est des sujets qu'on en parle. Bah,
voilà, comme tu dis, il y a certains coureurs qui ont dû abandonner des courses par douleur à la selle ou qui ont dû ouais, repousser leur début de saison, etc. Donc, c'est sûr que c'est des sujets qui sont assez communs dans les pelotons. Ouais. Ouais, et puis on a aussi cette image de ces 8 secondes qui ont séparé Laurent Fignon de Greg LeMond. On a appris par la suite que Laurent Fignon souffrait d'une blessure à la selle et ne pouvait s'asseoir correctement. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que je dis Oui, en disant justement que tu ne peux pas libérer la totalité de ta puissance si tu n'es pas correctement assis sur ta selle. Et aujourd'hui, beaucoup de cyclistes sont en équilibre. C'est mon avis, très clairement, mais je pense que beaucoup de cyclistes sont en équilibre sur leurs deux jambes, avec un léger point d'appui sur la selle, mais ne sont pas réellement assis sur la selle. Et le jour où tu découvres cette sensation, tu vois, j'ai encore discuté avec une cycliste ultra-distance ce week-end au Mont Ventoux, qui est équipée d'une selle Debbia, et qui m'a dit, la première ascension, j'ai enfin pu découvrir ce qu'était appuyer sur mes pédales pour monter, en fait. Elle n'avait jamais eu cette sensation avant, d'être pleinement assise sur sa selle, et donc de pouvoir appuyer sur ses pédales. Alors, qu'est-ce qui fait, Léo, qu'est-ce qui fait la particularité des selles Debbia? alors la particularité de celles des bias, c'est qu'elles sont moulées à l'anatomie du cycliste, du coureur. Donc en fait, pour ça, on fait une prise d'empreinte. Donc comme dans le monde dentaire, d'où est originaire en fait mon Ton associé, associé, ouais. qui était dentiste lui de formation et qui s'est dit, je sais faire des prothèses dentaires, donc pourquoi je pourrais, enfin, je sais faire une prothèse adaptée à un palais, pourquoi je ne saurais pas faire une selle adaptée à un fessier? Et c'est vraiment de cette idée-là qu'il est parti et qu'il a réussi à créer donc les selles Debbia. Donc chaque selle est unique, chaque selle est donc résulte d'une prise d'empreinte. Donc cette prise d'empreinte, ça dure environ 30-40 minutes. Donc à la place de la selle d'origine du cycliste, on vient mettre un porte-empreinte, c'est ce qu'on a créé et breveté. Sur ce porte-empreinte, on vient mettre un matériau empreinte. C'est un matériau qui, à la base, est mou, comme de la pâte à modeler. Et ce matériau, au bout de 10 minutes, grâce à un catalyseur, il va durcir. Et à la fin des 10 minutes de pédalage, on va avoir l'empreinte finale. Donc, il faut savoir que cette empreinte est faite sur votre vélo, donc sur le vélo du cycliste, avec déjà en amont, être sûr qu'il soit bien positionné sur son vélo, soit qu'il ait fait une étude posturale, soit que suite à de nombreux kilomètres, il sache qu'il est bien sur son vélo. Ça, c'est très important. Et ensuite, à la fin de ces 10 minutes, donc on a l'empreinte finale qui, elle, est dure et donc qui va déjà donner une idée au cycliste de sa future selle. Ensuite, cette empreinte, on va la scanner et sur des logiciels 3D, on va réaliser la selle identique. Et ensuite, on va l'imprimer en 3D, y appliquer la finition choisie par le client et ensuite lui envoyer. Et les avantages qu'il y a justement à ce moulage, c'est que on est parfaitement adapté à sa morphologie. C'est-à-dire que chaque selle du marché, pour le moment, est symétrique, alors qu'on sait très bien qu'on est tous asymétriques. Ah, Et on est complètement. asymétrique aussi bien du visage que du fessier. Ou même des pieds, tu sais, je parlais des points d'appui justement sur les pieds. Aujourd'hui, moi je connais beaucoup de coureurs qui ont 1 centimètre, voire 1,5 cm d'écart en longueur sur leurs pieds, et ils pourraient presque avoir une chaussure du 44 et l'autre du 45. On n'a pas. C'est pour ça que le réglage des cales également est très important, et tu peux pas juste, tu fais le réglage de ton pied droit, tu peux pas mettre de manière, en miroir le réglage de ton pied opposé. Ça serait une énorme erreur. Tout comme la selle, et effectivement, pour les personnes qui ont eu l'occasion de voir des selles Debbia devant eux, tu vois la différence, tu vois le côté asymétrique, effectivement, de chaque côté, et effectivement, je te rejoins, chaque selle est unique. Ouais, on a fait plus de 300 selles jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas une qui se ressemble. On a certains voilà, qui ont un appui bien plus important du côté droit, d'autres du côté gauche. Et on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous disant, bah, moi, j'ai toujours mal au côté droit. Et là, on leur fait l'empreinte. On voit que bah, soit ils ont peut-être une jambe plus courte que l'autre, ou ils s'assoient que d'une fesse. Comme tu le disais tout à l'heure, des coureurs qui sont parfois un peu en équilibre et qui sont même pas vraiment appuyés sur leur selle. Et nous, en fait, bah, on va faire la selle qui va vraiment s'adapter à leurs habitudes et à leur morphologie. Donc, s'ils sont appuyés que sur le côté droit, il y a une grosse décharge sur le côté droit pour qu'ils aient aussi un appui côté gauche et que du coup, les appuis soient vraiment homogènes partout et que du coup, il ait plus un surappui quelque part et pas d'appui autre part. Ouais, très intéressant. Ouais. C'est d'avoir une optimisation des appuis pour que justement, il y ait plus de frottement et il n'y ait plus de surappui quelque part parce que c'est ça, en fait, qui va générer le mal. Ouais, qui va créer des brûlures, les douleurs.
c'est comme si on s'assoit sur une chaise qui est trop petite, par exemple, bah, on a beaucoup moins de surface d'appui sur la chaise, donc on va avoir mal plus vite sur cette chaise-là que sur un gros fauteuil ou un gros canapé où on a toute la place pour s'asseoir. Ouais, moi, je vous invite à aller sur le site debia.fr pour prendre justement toutes les particularités. Pour les personnes qui nous écoutent, Léo, qui sont intéressées, est-ce qu'elles doivent se rendre directement chez vous, hein? Vous êtes situé dans le nord-est de la France. Est-ce que vous avez des personnes que vous avez peut-être formées qui sont basées dans différents départements de France et auquel cas les personnes pourraient se rapprocher de ces personnes-là? Comment est-ce que ça se passe pour la prise d'empreinte? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour la prise d'empreinte, bah, malheureusement, déjà, on est un petit peu perdu là où on est. On est basé entre Dijon et Nancy, à Brevin-en-Bassigny. Donc, on avait ce modèle où il fallait quand même qu'on puisse apporter à chaque client la possibilité de faire son empreinte près de chez lui. Donc, pour ça, on a formé plus de 40 professionnels de santé qui ont la double casquette. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont professionnels de santé, soit ostéopathes, kinés ou posturologues. Et ils ont aussi la double casquette parce qu'ils sont bah, justement posturologues, ils font des études posturales. Donc en fait, ils ont un regard où ils ont déjà des connaissances dans tout ce qui est études posturales et pour nous, c'était plus facile de les former. Et au moins, on est sûr d'avoir des personnes qui, d'un coup d'œil, peuvent vous dire si vous êtes bien positionné sur votre vélo ou pas, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent aussi vous suivre après que vous receviez votre selle. Et, euh, et voilà, il y a vraiment un suivi de A à Z chez un client des biens. Donc, sur notre site internet, on a ces 40 professionnels de santé qui sont affichés. Et en fait, pour le client, en amont, il va commander sa selle sur le site internet. Ça va lui donner un code. Et ensuite, grâce à ce code, il va pouvoir appeler le professionnel de santé qui habite près de chez lui et prendre rendez-vous avec lui. Donc, on a essayé d'en avoir vraiment partout en France. C'est plutôt bien positionné. Et normalement, on va dire, toute personne en France peut trouver un preneur d'empreintes Debia à moins de 2 heures de chez lui. Ça, c'était vraiment notre objectif pour la société. Ouais, merci de nous partager ça, mais me vient cette question, Léo, comment est-ce que tu réussis? Quels sont tes secrets pour avoir une vie équilibrée entre vie professionnelle, mais là j'allais dire il y en a deux presque, hein, donc comment tu trouves l'équilibre entre la vie de cycliste professionnel, la vie d'entrepreneur, la vie familiale? Comment tu trouves cet équilibre? Quelles sont tes clés? Bon, la vie de famille, j'ai pas encore d'enfant, donc ça va, mais justement, bah, la vie familiale, bah, j'ai une petite copine qui vraiment me soutient beaucoup, donc ça m'aide. Elle est aussi dans le monde du vélo, donc ça aide aussi à ce qu'elle puisse comprendre. Et j'ai aussi ma famille qui me soutient. On est aussi très proche avec mes associés, donc ça permet d'avoir un équilibre. J'ai aussi des amis, pareil, des amis en or, donc c'est vraiment, je pense, d'être bien entouré qui permet bah, de, de survivre à ça, entre guillemets, parce que parfois, c'est vraiment pas simple hein, de pouvoir s'organiser et de pouvoir mener tout de front. C'est parfois beaucoup de stress, beaucoup de travail, et parfois des moments où, entre guillemets, je dis, je vois pas trop le jour parce que ben, c'est soit vélo, soit sur l'ordi. Donc, il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre et j'ai mis du temps à le trouver. Hein. Au tout début que j'ai créé la société, j'étais parfois limite en dépression parce que bah, je voulais trop travailler, je voulais vraiment tellement que le projet réussisse que je mettais parfois trop d'importance, même parfois j'allais pas m'entraîner. J'ai même parfois délaissé un petit peu le côté cycliste pro. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre et c'est vraiment difficile et long. Et je pense que pour ça, il faut avoir des gens à ses côtés qui comprennent et qui sont là pour vous aider. Et ça, je pense que même dans la vie de tous les jours, hein, pour tout le monde, d'être bien accompagné, c'est important. Est-ce que c'est pas aussi, Léo, une manière de prendre du recul sur le statut de cycliste professionnel et de voir aussi la côté de... Alors, je sais pas si je peux dire comme ça, parce que tu as l'air quand même d'avoir la tête sur les épaules, mais d'avoir la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout de suite, quand on a le statut de cycliste professionnel, on s'imagine d'être dans une bulle, ce qui est un peu le cas, parce que quand tu es cycliste pro, généralement, tu ne vis qu'avec ton team, en tout cas que pour un objectif, qu'avec un rythme de vie qui est quand même difficile, hein, parce que beaucoup de privations. Et là, le fait d'avoir justement ce projet entrepreneurial en parallèle te permet aussi d'avoir cette prise de recul et de pratiquer le cyclisme professionnel avec peut-être plus d'humilité que pourrait l'avoir quelqu'un d'autre.
ouais, et plus libéré aussi. Moi, depuis toujours, j'ai été quelqu'un de très un peu hyperactif. J'aime bien faire plusieurs choses. Donc en fait, la vie de cycliste entre guillemets pur et dur, vélo, repos, dodo, c'est pas que ça me plaît pas, mais c'est plus compliqué pour moi qui vraiment aime un peu être touche à tout et faire plein d'autres choses. Donc je sais que c'est pas forcément un avantage pour ma carrière professionnelle d'avoir toutes ces choses à côté, mais j'essaye d'en tirer un avantage. Et là où je suis, ce que tu viens de dire, c'est que bah, du coup, je prends plus de recul sur beaucoup de choses. J'ai aussi moins de stress parce que si demain le vélo, je ne pas un contrat, j'ai quand même quelque chose à côté, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à côté. Donc c'est pareil, je vais être un peu moins. Par exemple, là, je suis tombé, et ben ça m'embête. Je vais devoir voilà me reposer un petit peu, me préparer. J'étais en forme, mais d'un côté, je me dis c'est pas la fin du monde, j'ai d'autres choses. Si j'avais vraiment l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et de me dire ouais, si j'arrive pas à signer un contrat pour l'année prochaine et que qu'est-ce que je vais faire? Je vais entre guillemets aller bosser à l'usine sans dénigrer d'aller bosser à l'usine, mais de dire si j'ai rien à côté, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment pas ça en tête. J'ai vraiment moi tellement de choses à côté que bah, le vélo, je le prends plus vraiment comme un bonus. Je m'entraîne dur, je fais les choses correctement, mais je sais que j'ai d'autres choses à côté, donc je me mets moins de pression et de stress que certains autres coureurs, je pense. Et du coup, par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'analyse, sur les sprints, etc., j'ai vraiment cherché maintenant à, comme je peux m'entraîner un petit peu moins qu'avant du fait de la société, bah, j'essaye de m'améliorer sur d'autres points. Et au final, je vois que j'arrive à faire presque les mêmes résultats, voire des meilleurs résultats, en étant un peu moins bon physiquement, peut-être qu'il y a 2 ans, par exemple. Donc, c'est très intéressant de prendre du recul des fois sur, bah, sur aussi ce que c'est d'être cycliste et de se dire Bah, que j'espère que ton, on est bien peu de choses, entre guillemets. non, mais j'espère que ton message et la manière dont tu vois le métier inspirera de jeunes cyclistes qui ont l'objectif, le rêve d'être professionnels, ou même de jeunes cyclistes qui commencent leur carrière professionnelle et qui écoutent l'épisode. Donc c'est tout à ton honneur. Et ton objectif, ou ton rêve, je ne sais pas si on peut dire ton rêve, ou plutôt tes objectifs, Léo, pour toi, est-ce qu'un jour tu ambitionnes le fait de continuer ta carrière, mais dans une équipe d'un plus haut niveau, d'un niveau World Tour ou dans une équipe française? Ben, en fait, je me sens très bien dans mon équipe, donc pour le moment, j'y pense pas trop. Et justement, il faut que je développe l'entreprise. Donc, je pourrais pas, par exemple, être en World Tour aujourd'hui parce que bah déjà, j'ai pas le niveau, premièrement, pour le moment. Et deuxièmement, parce que il y aurait aucune équipe qui accepterait que je mène deux Oui, choses de oui, oui. front comme je le fais actuellement. Je vois ce que Parce tu que veux dire. justement, bah, comme on en parlait avant, ils sont au millimètre sur tout. Et que quelqu'un, au lieu de mettre les jambes en l'air l'après-midi, va passer 10 coups de fil, et ça leur plairait pas. Donc, pour le moment, j'y pense pas trop. J'essaye d'avancer mon bonhomme de chemin, de me faire plaisir. Voilà, pour le moment, j'adore ce que je fais, que ce soit dans le vélo ou pour des bias. Et continuer comme ça, à réussir à mener les deux choses de front, c'est plutôt ça, des fois, qui me fait peur. C'est vraiment, bah, comme je te le disais tout à l'heure, de réussir à bien jongler. Mais pour le moment, je suis heureux comme je suis. Donc, comme on dit, quand on se sent bien quelque part, est-ce que l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté? Je sais pas. Donc, pour le moment, c'est pas spécialement, on va dire, parce que Bon, je me sens bien dans ce que je fais. en tout cas, c'est un beau témoignage que tu nous livres justement sur l'épisode La capsule de Talk, hein, pour Dans la tête d'un cycliste. On voit vraiment comment justement, ou dans ta tête d'un cycliste professionnel, tu es câblé, connecté, quelle vision tu as de ton métier. Alors de ton métier, t'en as deux, hein, mais c'est ça qui est intéressant, c'est quel équilibre, comment tu arrives à trouver cet équilibre, et qu'est-ce qui fait que bah, tu arrives à être performant dans l'un grâce à l'autre et inversement. Les deux sont complémentaires, hein, je rebondis un tout petit peu là-dessus, mais je pense que les deux sont complémentaires parce que bah, en tant qu'entrepreneur, il faut ne pas compter ses heures, il faut être sérieux, être carré, euh, être rigoureux. Et pour passer professionnel en cyclisme, c'est la même chose. Il faut être rigoureux, sérieux, faire toutes les choses le mieux possible. Et au final, les deux se rejoignent vraiment. Et l'un m'apporte pour l'autre. Donc aussi bien bah, Debia m'apporte sur le vélo parce que bah,
je roule avec une selle Debbia, donc ça m'apporte un petit avantage en plus. Et puis, comme je le disais, bah, j'ai moins de stress sur les courses. Et à l'inverse, bah, dans le côté entrepreneur, le fait d'être cycliste pro m'apporte aussi beaucoup parce que bah, j'ai la chance d'avoir bah, plus de contacts, plus de connaissances et aussi d'être vraiment dans le milieu et d'avoir de l'expérience dans le monde du vélo et qui m'aide bien sûr pour développer la société aussi. Bon, en tout cas, un grand merci Léo pour ton témoignage. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta carrière, mais aussi la suite de la saison? Bah, que tout se déroule bien. J'aimerais bien gagner ma première victoire chez les pros. Donc ça, c'est un objectif avant de raccrocher. Et puis ensuite, bah, que Debbia continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, on se développe petit à petit. On a vraiment des clients qui sont très contents, qui nous font du bon bouche à oreille. Donc ça se développe petit à petit. On espère que ça va continuer comme ça. Et il n'y a pas de raison, honnêtement. Donc on va dire que tout continue de rouler. Et puis voilà. Bon, génial. Bon, en tout cas, je vous invite à suivre Léo Bouvier sur les réseaux, hein. Donc sur Insta, c'est Bouvier tiré du 8 underscore, hein. Sur Insta, Bouvier, donc tiré underscore Léo. Et vous pouvez suivre, comme ça, vous serez témoin de la manière dont il a eu son attel suite à sa chute. Avec un bâton de glace. C'était assez sympa de voir ça et puis bah, également de suivre son parcours. Donc un grand merci Léo pour ton temps. Tu nous as, comme on l'a compris, hein, tu es bien occupé. Donc un grand merci de nous avoir permis de partager, de découvrir un petit peu l'intérieur de la vie d'un entrepreneur, mais aussi d'un cycliste professionnel. Un grand merci à toi, tout le meilleur pour la suite. Et puis bah, j'espère, je te souhaite effectivement d'en claquer une petite cette année. Voilà, merci beaucoup en tout cas Léo, et puis au plaisir d'échanger de nouveau avec toi. Merci beaucoup. À bientôt.